Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver et de vous accueillir pour ce BFM Politique. Retour dans notre studio, vous voyez que les temps commencent à s'améliorer. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes ancienne candidate à l'élection présidentielle. Vous avez d'ailleurs rebaptisé votre mouvement qui s'appelait Désir d'avenir. Ça s'appelle désormais Désir d'avenir pour la planète. On va bien sûr vous interroger avec David Doucan du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour, Edwige Chevrillon de BFM Business. Bonjour David. Bonjour Edwige. Pour vous, Ségolène Royal, la France sort de cette crise humiliée, les Français infantilisés, vous l'avez dit. Auriez-vous fait différemment? Auriez-vous fait mieux? Et puis on va parler ensemble de la crise sociale, de la crise économique qui pointe. Comment se relever? Quelques jours seulement avant le confinement, vous aviez publié un livre, Résilience française, aux éditions de l'Observatoire. Vous y meniez un parallèle entre deux souffrances que vous mettez en parallèle, le choc du réchauffement climatique et les chocs sociaux en France. On va bien sûr y revenir. Mais d'abord, une question sur cette cérémonie qu'on a pu suivre en direct sur BFM TV. Emmanuel Macron qui s'exprimait à l'instant. C'était sa première sortie post-coronavirus ou non-coronavirus. Il a choisi de marquer la mémoire de la bataille de Montcornet de mai 40. C'était pas forcément une évidence. De Gaulle a plutôt été célébré pour le 18 juin, mais il n'a pas attendu juin. Il a choisi de le célébrer dès maintenant. Est-ce que pour vous c'était judicieux? Est-ce que vous saluez ce choix? Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur ce sujet. Il est dans son rôle, d'autant que ces échéances, ces commémorations étaient inscrites à l'agenda. Donc il n'y avait pas de raison de changer cet agenda. Et puis, bon, vous savez, je suis fille de militaire, de lieutenant-colonel de l'armée de terre, donc j'aime bien les commémorations. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de cette histoire. Et pour avoir été élevée dans le respect du patriotisme, et peut-être qu'aujourd'hui, justement, il va falloir un nouveau patriotisme pour que la France se relève, pour que la France se redresse, pour que l'on réussisse cette reconstruction française après cette grave crise sanitaire. On voit le président de la République, Emmanuel Macron, rendre hommage au général de Gaulle. C'est l'année de Gaulle 2020 en matière de commémoration. Il se glisse sans doute aussi dans les pas de celui qui est considéré par une immense majorité de nos concitoyens comme l'un des grands hommes de notre histoire. Alors, la question est simple, Ségolène Royal. Est-ce que, depuis le début de cette crise, depuis que la France est frappée par la crise du coronavirus, est-ce qu'Emmanuel Macron a été, à vos yeux, à la hauteur? Vous savez, je pense que nous rentrons dans une nouvelle phase. Une phase où on a besoin de l'énergie de tous. C'est plus le moment de critiquer ou de polémiquer, même si ces critiques ont été très utiles et qu'elles auraient dû être entendues, d'où qu'elles viennent d'ailleurs. Parce que je crois qu'un pouvoir est en place, a tout intérêt à écouter les critiques qui lui sont adressées, parce que parfois il y a de bonnes idées à reprendre pour bien gérer les choses. Il n'a pas écouté, juste d'abord, il n'a pas écouté pour vous? Ça n'a pas été entendu? Je crois que la façon dont cette crise a été gérée maintenant est connue de tous. Tout a été dit, à la fois sur les choses positives qui ont pu être faites, notamment sur les décisions économiques, sur les failles et sur les manquements. Mais comme je le dis à l'instant, nous rentrons dans une nouvelle étape. Et c'est vrai que le monde entier a vu les difficultés de gestion de la crise en France. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui besoin de faire converger l'ensemble des énergies pour que la France rattrape ce retard et que l'on puisse se relever assez vite. Et puisqu'on parlait du général de Gaulle, moi j'ai préparé cette phrase parce que je trouve qu'elle fait écho, elle est très moderne. Elle fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Il disait ceci: ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent, mais les peuples ne passent pas. Donc aujourd'hui, le moment est venu de rendre hommage au peuple français. Il le comprend, le peuple français, Emmanuel Macron? En tout cas, ce que je viens d'entendre sur la reconnaissance du courage du peuple français dans cette crise sanitaire, c'est bien que cette parole positive arrive. Car les Français ont été quand même extraordinaires. En quelques heures, ils ont mis fin à l'une des libertés les plus fondamentales à laquelle nous sommes le plus attachés, la liberté de mouvement, la liberté d'aller et venir. Ils ont réduit leurs contacts familiaux et on sait à quel point l'affection familiale est importante. Donc beaucoup de Français ont vécu dans l'isolement, beaucoup de souffrances aussi.
On saura dans les semaines et même les mois qui viennent la profondeur de ces souffrances, non seulement économiques, on va y revenir, mais les souffrances psychologiques, les souffrances affectives, la solitude, la peine immense de celles et ceux qui n'ont pas pu accompagner leurs parents, leurs grands-parents dans la mort, pour dire les choses comme elles sont. Je crois que c'est des souffrances qui durent toute une vie. Toute une vie. Et donc il va falloir aussi épauler celles et ceux qui souffrent. Il y a eu des troubles psychologiques, il y a des troubles du sommeil, il y a des troubles alimentaires. Ce n'est pas rien. Entre ceux qui ont vécu la solitude, ceux qui ont vécu la promiscuité, ceux qui ont aussi bien vécu les choses, disons-le, et heureusement, qu'il y en a aussi qui ont bien vécu les choses. Les enfants qui ont été enchantés de voir leurs parents s'occuper d'eux, les petits-enfants des parents dans la frénésie de leur travail qui tout d'un coup se sont occupés de leurs enfants. Ça crée aussi des liens familiaux durables. Est-ce que ce confinement aurait pu être évité ou est-ce qu'il aurait pu être différent comme a pu être le confinement chez nos voisins? Est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous vous dites peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment? Je vais aborder la question d'une autre façon. Si un nouveau virus arrive, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui vient de se passer? Voilà, c'est ça qui est important. On n'est pas à l'abri d'un nouveau virus, peut-être dans un temps assez rapproché, puisqu'on sait que ces maladies mondiales, qui sont quand même extravagantes, un tout petit virus qui met la planète entière à l'arrêt. Parce qu'on a brutalisé la nature, on a brutalisé la planète, et donc on a excessivement mondialisé les échanges, et donc nous sommes aujourd'hui à la merci. Donc les êtres humains sont malades au moment où la planète guérit. C'est quand même extravagant. C'est-à-dire il a fallu attendre l'arrêt des activités économiques avec les drames sociaux, économiques. On va revenir sur ce parallèle. Oui, mais au moment où la planète revit, c'est-à-dire on respire, une question française. Les répure. Vous disiez, on sait maintenant les difficultés qu'il y a eu dans la gestion en France. Question très précise sur ce confinement. D'autres pays ont fait des choix de confinement très rigoureux, certains, d'autres au contraire plus souples, voire même pas de confinement ou de restriction des libertés de mouvement. Est-ce que vous estimez que ces restrictions qu'ont subies les Français, qu'ont intégrées les Français, auraient pu être évitées? Mais comme je le disais à l'instant, ça y est, les leçons seront tirées. Il y a des enquêtes parlementaires qui vont être faites, etc. Moi, ma responsabilité avec ma parole politique, c'est de dire tirons les leçons, les retours d'expérience, et cela sans tarder. Des équipes devraient être mises d'ailleurs au travail sur ces sujets-là pour savoir si ça revient l'année prochaine, peut-être dans quelques mois, comment est-ce qu'on peut être prêt, y compris en termes de protection, en termes de nombre de lits, d'où la question de la gestion de l'hôpital est absolument majeure. On va y revenir. Le chantier principal, aujourd'hui, c'est le chantier de l'hôpital public et de la santé. Et il y a quand même une grande question qui demeure. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est vrai que ça montre qu'on a des stratégies qui peuvent évoluer. Sur la question des masques, qui reste quand même un peu une des grandes leçons à tirer, il faudra sans doute savoir exactement ce qui s'est passé. On a beaucoup accusé le gouvernement de faire des allers-retours, d'avoir des positions contradictoires sur la nécessité ou pas de porter des masques. Après, il y a la question de savoir pourquoi l'État français n'avait pas de masque. Et c'est là où on remonte, on tire la ficelle, et les décisions, elles remontent à 2011, 2013, sous François Hollande et sous le gouvernement auquel vous apparteniez. Pourquoi cette décision a été prise à l'époque? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut mettre en place une stratégie qui nous permette d'affronter un deuxième, voire un troisième virus, une autre crise sanitaire, Ségolène Royal? Je viens de répondre. Bien évidemment, il faut tirer la leçon Qu'est-ce qui s'est passé, savoir ce qui s'est passé. Vous savez, j'étais une des premières à soulever la question des masques. Vous vous souvenez, je me suis fait insulter par le gouvernement, alors que je disais cela parce que je voyais, parmi les soignants que je connaissais, en très grande proximité, le malheur qui était, mais c'est les conséquences de ce qui s'est passé sous le quinquennat précédent. Écoutez, les leçons seront tirées. D'accord, il faut les tirer. Vous êtes d'accord, il faut les tirer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas encore la profondeur de la souffrance des Français. La souffrance économique, ça, on l'aperçoit, bien évidemment. Et en particulier, les professions libérales, les commerçants, les artisans, tous ceux qui ont créé leur entreprise et qui ont dû s'arrêter. Les grands groupes aussi, bien évidemment, dans des filières qui sont gravement touchées. Donc, ça va faire du malheur, ça aussi, à venir. Deuxièmement, on voit émerger une nouvelle précarité, notamment chez les jeunes, chez les femmes, puisque les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de 30%.
Et on voit aussi, du coup, à contrario, le côté bénéfique des grands services publics, la cantine scolaire. Vous vous rendez compte, la cantine scolaire à 1 euro, on se rend compte aujourd'hui, quand on voit les grandes difficultés économiques des familles, notamment des familles monoparentales pour nourrir leurs enfants, à quel point ces services publics ont permis et vont permettre à la France de tenir debout. Donc, c'est aussi un renversement des valeurs dont il faut prendre acte et s'appuyer sur ces valeurs, l'État-providence, qui enfin revient sur le devant de la scène et n'est plus critiqué comme il l'était, les services publics, la santé, l'éducation, qui sont aujourd'hui en grande fragilité et en grande difficulté, parce qu'un des problèmes majeurs qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, c'est la question de la précarité scolaire. Ça fait partie aussi de la montée des précarités. Et la précarité médicale, parce que vous savez que beaucoup de gens ont renoncé aux soins parce qu'il fallait s'occuper prioritairement de la crise sanitaire. Alors justement, le ministre de la Santé émet de nombreuses promesses ce matin dans la presse pour la refondation de l'hôpital. Mais avant de vous interroger là-dessus, j'ai une question bien précise à vous poser, Ségolène Royal. C'est un chiffre dont on parle peu en France, celui du nombre de soignants qui sont tombés face au Covid-19, qui sont décédés. Il y a un décompte de l'AFP, 25. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible ? Avez-vous, vous disiez que vous aviez des contacts avec le monde soignant, des informations à ce sujet. Que pensez-vous de cela, Ségolène Royal ? Non, c'est une vraie question. D'autres pays ont donné le nombre de victimes parmi les personnels soignants, c'est-à-dire donner de la visibilité à leur souffrance. Et pour donner de la visibilité à leur souffrance, je crois qu'il faut avoir le courage, en effet, de donner ceux qui sont morts au combat, si on veut continuer cette comparaison, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, il y a une proposition de loi qui a été faite qui va dans la bonne direction et qui consiste à reconnaître aux enfants des victimes des personnels soignants le statut de pupille de la nation, comme cela a été fait aux sauveteurs en mer qui ont perdu la vie. Donc cette reconnaissance de la souffrance spécifique, du sacrifice spécifique des soignants doit être reconnue, tout comme doit être reconnue pour appuyer les propositions que fait le gouvernement, et je m'en réjouis. Je me réjouis qu'enfin le discours ait changé. Revalorisation des salaires. Revalorisation des salaires. Et la reconnaissance qu'il y a eu une faute stratégique, c'est une bonne chose. Il faut tenir compte de l'ingéniosité. Vous vous rendez compte que les personnels... Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une question de bureaucratie ? Ça a été une des questions que de nombreux médecins ont posées, disant qu'au fond, face à cette crise et face à l'urgence absolue dans laquelle ils étaient, ils ont repris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps, parce que de toute façon ils ne l'avaient pas, de remplir tous les formulaires, de répondre à ce qu'on leur demandait de productivité de l'hôpital. Est-ce que le problème en France, c'est aussi la bureaucratie et le poids de la bureaucratie? Mais oui, c'est aussi cela aussi. Et plus le poids de l'administration. Moins la parole politique est claire, moins la parole politique donne des perspectives, plus l'administration prend le pouvoir. Mais ce n'est pas de sa faute, l'administration. On lui demande de faire des projets circulaires. Alors 60 pages pour l'école, plus de 60 pages pour l'entreprise. C'est illisible, 60 pages. Donc il faut une parole politique qui dise à un moment, c'est très bien, vous avez bien travaillé, il y a 60 pages, c'est-à-dire il y a l'intégralité des tenants et des aboutissants. Maintenant, moi, responsable politique, je vous demande de faire 2 pages, 3 pages pour que ça soit lu et pour que ça soit appliqué. Oui, mais après, il y a un problème de responsabilité pénale. La question que vous posez est beaucoup plus profonde. Et en effet, on voit émerger une angoisse parmi les médecins hospitaliers et les personnels soignants d'un retour de cette chape de plomb bureaucratique sur leur tête, alors qu'ils ont fait un travail extraordinaire, puisqu'ils ont, avec le travail d'équipe, la solidarité, la mise en réseau plutôt que la hiérarchie verticale, ils ont réussi à réaménager seuls, en équipe, à l'intérieur des hôpitaux, les unités Covid, en déplaçant les malades, en déplaçant les personnels, en sélectionnant ceux qui continuaient à être soignés hors Covid et ceux qui pouvaient reporter leurs interventions. Ça a été un travail considérable, des heures de travail considérables. Et donc, cette ingéniosité en période de crise ne doit surtout pas être étouffée. Et quand on les écoute, on découvre, on entend que déjà, là, il y a quelques jours, et en ce moment, les tableaux Excel arrivent à nouveau dans les services à remplir. Alors la productivité de tel lit, la productivité de tel couloir, la productivité... Et ça, vous dites, il faut que ça cesse. Mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, nous avons affaire à des équipes hospitalières en grande fatigue, en grande fragilité, qui n'ont toujours pas eu leur prime de risque, qui ne savent pas encore comment leurs métiers vont être valorisés. Mais comme je dis, c'est annoncé, encourageons. On va marquer une pause et on va revenir plus en longueur sur cette question du plan. S'il y a une deuxième vague, du plan hôpital et des réformes qu'il faut mener. Et on poursuit ce BFM politique avec vous, Ségolène Royal. Vous parliez des réformes de l'hôpital. Olivier Véran fait un certain nombre de propositions aujourd'hui même dans le journal du dimanche. Mais pour poser le décor de cet échange et de ces attentes du monde hospitalier, je voudrais juste qu'on réécoute cet échange qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et des soignants lors de sa visite à la Pitié-Salpêtrière cette semaine. Écoutez. J'ai envie que la bonne énergie retombe et que le désespoir s'installe. Mais malheureusement, il y est déjà, Monsieur Macron. Mais on est là. Parce que vous savez quand même que... Avant même le Covid, on était déjà désespérés depuis des années, mais en même temps, je sais, alors je fais mon maximum. Ce qu'on vous demande, c'est gentil la prime. Non, mais c'est gentil, on laissez-moi la finir. Laissez-moi finir. C'est la revalorisation. C'est ce que je suis en train de dire. Combien et quand? Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce. Des conditions. Non, mais sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. Non, moi, je n'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. Alors elles ont été entendues, ces soignantes, puisque ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle bien de revalorisation des salaires, en particulier les salaires des infirmiers et des infirmières. Il annonce un Ségur de l'hôpital qui commencera le 25 mai, des négociations avec les partenaires sociaux. Est-ce que c'est cette fois-ci un motif de réjouissance, selon vous, pour le monde hospitalier? En tout cas, c'est un soulagement de voir que le dialogue a été renoué et que la reconnaissance des erreurs est faite. C'est déjà important de mettre des mots sur les erreurs qui ont été faites. Un mea culpa. Oui, c'est important. Ça veut dire qu'on repart d'une nouvelle base et que l'on peut remonter la pente et permettre la résilience des services soignants, parce que ce sont eux qui ont reçu les chocs les plus violents. Qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est retrouver un nouvel équilibre, retrouver un espoir, retrouver des raisons d'y croire, en atténuant les chocs reçus. Donc il faut absolument que ces chocs cessent. Et d'autre part, en retrouvant d'autres façons de procéder. Il et faut en que les infirmiers et les infirmières, par exemple, soient payés au même niveau que dans le reste de l'OCDE, par exemple. Je ne vais pas improviser ici des solutions techniques. Je pense que c'est globalement qu'il faut revaloriser. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à recruter dans l'hôpital public. Ça, c'est le signal le plus fort. Des aides-soignants, des infirmières, des médecins hospitaliers ne veulent plus venir dans l'hôpital public tant que ces métiers ne vont pas être revalorisés. Donc, à un moment, ça va être violent. La carence en termes de personnel soignant va être très violente. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'anticiper. Et pour l'anticiper, il ne faut pas reconfier aux mêmes personnes le soin de trouver d'autres façons de faire, puisque c'est-à-dire ceux qui ont fait les réformes hospitalières, il ne faut pas reconfier à ceux qui ont fait les réformes hospitalières la responsabilité de changer complètement de vision. Ils n'y arriveront pas. Il faut nommer qui maintenant? Mais je pense d'abord qu'il faudrait peut-être faire une conférence citoyenne des soignants, tirés au sort, les soignants un peu comme ça a été fait sur l'écologie, avec de bons résultats. Et dans le même temps, faire des délégations par hôpital pour que les personnels soignants puissent s'exprimer en direct. Ça doit et que venir, ce ne soit pas une nouvelle fois les agences régionales de santé, dont on connaît aujourd'hui la limite par rapport aux instructions précédentes. Ce n'est pas de leur faute d'ailleurs. Elles ont fait ce qu'on leur demandait. Moi, je ne mets pas du tout en cause l'administration parce que c'est trop facile. Je pense que c'est une responsabilité politique de donner des instructions. Mais c'est vrai que ce démantèlement de l'État avec de multiples agences, ce n'est pas seulement le cas d'ailleurs dans la santé, mais dans d'autres domaines. On a créé des agences, on a démantelé l'État. Et donc, ils échappent à la chaîne de commandement. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance et de commandement dans l'administration, sachant qu'au niveau dans l'administration, il y a la responsabilité politique. Ce n'est pas l'administration de prendre Donc, vous demandez aux politiques de mettre de côté ces agences régionales de santé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. De redonner le pouvoir aux soignants. J'ai dit, et c'est très important, parce que les Français vont regarder la façon dont le système de soins va être pris en charge et dont la réforme va être pilotée dans le système de santé puisqu'elle vient d'être annoncée. Et la façon dont la réforme va être pilotée pour obtenir le résultat qui a été bien identifié de la revalorisation de l'hôpital qui est au bord de la rupture
comme l'ont dit les personnels hospitaliers pendant 1 an de mouvement social, je le rappelle. L'hôpital est au bord de la rupture, l'hôpital étouffe sous des injonctions administratives et des tableaux Excel. Les soignants ne sont pas suffisamment rémunérés par rapport à leurs équivalents dans le privé ou à leurs équivalents dans les autres pays de l'OCDE, donc il faut revaloriser les carrières, parce qu'une population bien soignée, c'est une population efficace aussi sur le plan économique. Mais il aura donc ce fallu n'est pas le de Covid, l'argent perdu. c'est quand même- Et d'autre part, j'ajoute que lorsqu'on dit oui, mais ça va coûter cher, etc. Non. Les chefs de service hospitaliers ont fait une tribune pendant le mouvement social où ils ont expliqué que si on leur laissait un peu plus de liberté et de marge de manœuvre, on pouvait faire des économies, mais des économies intelligentes. Vous n'êtes pas dans très l'hôpital. offensif ce matin, Madame Royal. Il aura quand même fallu le Covid pour qu'Emmanuel Macron les entende, ces soignants. Vous ne vous dites pas ça tout de même? Beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde hospitalier se disent ça. Les personnels hospitaliers le disent. Ils disent même que c'est désolant d'être obligé d'avoir été confronté à une crise sanitaire aussi violente pour que, enfin, ce que nous disions avec notre bon sens, notre vécu, notre volonté de bien faire, notre esprit de sacrifice, notre esprit d'engagement, vous savez, c'est quand même le seul secteur où, quand les personnels font grève, ils mettent sur leur blouse blanche en grève, mais ils continuent à travailler. C'est le seul secteur, d'ailleurs très féminisé. Et d'ailleurs, il y a peut-être un lien. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus entendu? Une nouvelle fois, on est dans des logiques de dévalorisation du travail féminin. Les femmes sont moins offensives dans les mouvements sociaux, parce qu'il faut qu'elles se dépêchent de rentrer à la maison, s'occuper de leurs enfants. Et donc, elles sont moins disponibles pour les mouvements sociaux. Et donc, les salaires des femmes, une nouvelle fois, ne sont pas suffisamment pris en considération. Donc là, le gouvernement, il a 2 bonnes raisons d'agir. D'abord, revaloriser des métiers féminins qui sont sous-valorisés. Et deuxièmement, revaloriser l'hôpital public, puisque pendant des années, on a dit on a le meilleur système de santé du monde. On a bien vu que ce n'était plus le cas. Donc si l'on veut réatteindre cet objectif d'avoir le meilleur système de santé du monde, et parce qu'on en a le potentiel, y compris dans le domaine de la recherche médicale qui est quand même à la pointe, nous avons les moyens de remettre le système hospitalier en coopération avec la médecine de ville, la médecine libérale, etc. Et de cesser d'attaquer l'hôpital, notamment les services d'urgence que l'on dénonce comme étant surchargés, mais que lorsque la médecine de ville disparaît, lorsque dans les villages et les banlieues, il n'y a plus de médecins, c'est l'hôpital qui devient le centre névralgique de la santé de la population. Il y a une question aussi très importante, c'est le temps de travail. La question des 35 heures au sein des hôpitaux. Olivier Véran, dans ses interviews, dit aussi qu'il faut assouplir, aménager sans doute la question des 35 heures avec des rémunérations en face. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on peut quand même dire que les 35 heures à l'hôpital ont été sans doute un frein aux soins possibles à l'hôpital? Franchement, il faut arrêter avec l'obsession des 35 heures. Non, mais c'est une je voudrais question bien ou vous pas voir. Non, mais attendez, je voudrais bien vous voir dans un EHPAD ou être soignante dans un hôpital, faire vos 35 heures, y compris les contraintes de nuit, habiter à 1 heure, 1 heure et demie de là parce que les logements sont trop chers en ville. D'ailleurs, il y aurait un vrai sujet. Lorsque les hôpitaux parisiens, par exemple, ferment, ils sont livrés à la spéculation immobilière et pour faire des logements de luxe. Oui, on ne pourrait pas garder les hôpitaux qui ferment pour faire du logement pour les soignants de l'hôpital, pour qu'ils habitent près de leur lieu de travail. Donc il y a aussi une prise en compte globale, humaine, de celles et ceux qui soignent dans l'hôpital, comment ils travaillent, leur durée de déplacement, leurs contraintes de nuit, etc. Et pendant cette crise, ils ont subi la double, voire la triple peine. C'est-à-dire que les soignants, pour ne pas contaminer leurs enfants et leurs familles, ne sont pas rentrés chez eux, donc ils n'ont pas vu leurs enfants. Ensuite, ils ont eu peur quand ils ont été envoyés au front, on le sait, sans protection, ils ont eu peur de contaminer les malades et d'être contaminés en retour, sans parler des victimes. Il y a eu une promesse pour aider, voyez, il faut soutenir et pour leur dire merci. Avec eux, beaucoup de tranquillité, parce qu'ils sont en grande souffrance, en grande fragilité. Mais on va parler de la besoin précarité de manière plus générale, d'ailleurs, avec la crise économique. De plus être bousculés, et que les processus de réforme soient tranquilles, soient paisibles. Vous parliez à l'instant de tous ces soignants. Ils ont été applaudis tous les soirs à 20h par les Français. Emmanuel Macron, derrière cela, a parlé d'une médaille, des honneurs le 14 juillet. Et pour certains médecins qui se sont exprimés, ils ont dit mais nous, on n'a pas besoin de ça, on veut vraiment des revalorisations. Donc ils ont été entendus aussi là-dessus. Mais est-ce que vous qui êtes très attachés souvent aux symboles, aux drapeaux, aux honneurs, est-ce que la médaille et les honneurs le 14 juillet, c'était maladroit ou est-ce que c'était une bonne idée? Comme le disait le général de Gaulle, la médaille, c'est la reconnaissance visible.
Pourquoi pas? Mais si c'est interprété comme on vous donne une médaille, vous vous taisez, vous retournez travailler, circuler, il n'y a rien à voir, ça, je crains que la colère puisse Il y avait de ça? monter. Il y avait de ça? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça a pu être ressenti comme ça par certains soignants, qui est une reconnaissance nationale, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, aux familles des victimes et aux enfants, pour qu'ils soient reconnus pupilles de la nation quand les parents ont perdu la vie. Ça me paraît très important. Mais les choses se sont rééquilibrées, puisque depuis l'annonce de la médaille, il y a eu l'annonce d'un véritable plan de revalorisation de l'hôpital. Donc les choses se sont bien rééquilibrées, et on verra le moment venu comment est-ce que l'on peut rendre hommage aux soignants. Edwige Chevrillon, la crise économique qui vient maintenant. Il y a justement la grande question de savoir jusqu'où va-t-on, quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on doit continuer tous les soutiens, que ce soit le plan de relance, le fonds de solidarité, le chômage partiel? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il faut arrêter au 1er juin? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que pour vous, ce quoi qu'il en coûte, il faut le maintenir tant que la crise économique est encore là? D'abord, la crise économique va être beaucoup plus profonde qu'on l'imagine et qu'on le pense. On le voit déjà. Donc les souffrances, les difficultés sont à venir. Il y en a déjà beaucoup. Le drame de celles et ceux qui ont perdu leur emploi, le drame de celles et ceux qui vont perdre leur emploi. Qui vont perdre leur emploi, le drame de celles et ceux qui voient leurs affaires s'écrouler. J'ai parlé tout à l'heure, les professions libérales, les commerçants, les artisans, les petites entreprises qui ont déjà mis la clé sous la porte, qui voient toute une vie s'effondrer. Donc, avec les familles, c'est une grande souffrance. Et ça, on le verra seulement dans quelques semaines et dans quelques mois. Vous savez, un peu comme le tsunami. Souvent, ça m'a fait penser à ça, la crise sanitaire. Vous savez, comme les submersions marines. Et puis moi qui ai connu le drame de Xynthia avec plusieurs dizaines de morts en Poitou-Charentes, c'est quand la mer s'est retirée qu'on a vu tous les dégâts. Et là, c'est un peu ça. C'est quand la crise sanitaire va être totalement retirée que l'on va voir tous les dégâts. Donc, il faut rester très vigilant et vraiment être aux côtés de celles et ceux qui souffrent sur tous les plans. Et dans ce contexte? Et dans ce contexte, le 1er juin, c'est un peu court. C'est un peu court. Oui. C'est-à-dire que on sent déjà monter d'ailleurs l'inquiétude au 1er juin. Mais si vous parlez du chômage partiel. Oui, du chômage partiel. c'est un peu court. Donc je pense qu'à partir du 1er juin, peut-être qu'il faut faire du cas par cas. Mais c'est un peu court le 1er juin. C'est-à-dire qu'il faut laisser les Français partir en vacances tranquilles. Ségolène Royal. Vraiment, il y a besoin d'une reconstruction familiale, personnelle. Et Donc si au 1er juin, enjamber l'été. et si au 1er juin, on repanique les gens par rapport à cela, ils vont pas pouvoir reprendre leur souffle. Il faut qu'on puisse reprendre son souffle au cours de cette période estivale pour réaborder avec sérénité la rentrée. Je crois que c'est ça qui est très important sur le plan humain. Ségolène Royal, vous venez de tracer, de décrire la situation économique telle que vous la percevez, telle que de très nombreux économistes l'aperçoivent et nous l'annoncent. Dans ce contexte, Ségolène Royal, l'écologie peut-elle rester une priorité des politiques publiques? Ou bien est-ce qu'il faut d'abord relancer la machine, mettre le paquet sur l'économie, et une fois qu'on aura relancé et sauvé un tout petit peu les emplois, dire bon, allez, on se remet à faire de l'écologie? La question se pose en ces termes. Oui, c'est une bonne question qui crée polémique, qui intrigue d'une certaine façon. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est superflu l'écologie? Donc on verra après. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut faire partie d'une capacité de résilience française et de rebond? Moi, je crois que ça peut faire partie du rebond, à condition de bien choisir les priorités écologiques. Alors on sait que la crise sanitaire est une des conséquences de la destruction de la planète. Donc, ça, pour vous, la crise sanitaire est une des conséquences, c'est clair et net. Ça, c'est évident. C'est la destruction de la planète, c'est la déforestation massive, c'est l'émergence des virus. Et plus il y a de réchauffement climatique... Il y a eu des virus et des crises sanitaires par le passé. Oui, mais elles vont s'accélérer. Elles se sont accélérées. Regardez la grippe aviaire, personne n'en parle. La grippe aviaire qui ruine tous les ans beaucoup d'élevages. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne se transmet pas à l'homme. Donc on n'en parle pas. Mais c'est une catastrophe pour les éleveurs, les agriculteurs. Un jour, il y aura d'autres virus. Donc, en tout cas, pour vous, le coronavirus est lié à la destruction de la planète. Mais c'est ce que, bien sûr... Directement.
Mais bien sûr, c'est une des conséquences de la maltraitance de la planète. C'est la déforestation qui a entraîné le transfert des animaux sauvages vers l'homme, d'un certain nombre de virus qui sont anodins quand ils sont dans la nature sauvage, mais qui ne le deviennent pas lorsque l'on détruit la nature sauvage. Donc le respect de la nature est quelque chose de très important. Regardez le moustique tigre. Attendez, je vous ramène. Qui vient maintenant sous nos latitudes. La question, c'est le réchauffement climatique. Relance économique, écologie, voilà. Comment faire la part des choses? Donc le frein du freiner le réchauffement climatique, c'est épargner des vies, épargner des maladies, épargner des guerres. Donc c'est très important. Et oui, mais là on a une urgence économique. Exactement, c'est-à-dire on a à la fois le moyen terme, ça se voit moins, les dégâts du dérèglement climatique, donc on s'en occupe moins et c'est une faute. Et par conséquent, la relance économique doit intégrer la croissance verte. Pourquoi la croissance verte? Il ne s'agit pas de faire de décroissance, comme on l'entend. Au contraire, puisque les Français ont besoin de créer de la valeur, de créer des emplois. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on lance des grands chantiers dans le domaine de l'écologie. On pourrait, par exemple, je vois plusieurs domaines. On pourrait rétablir le crédit d'impôt de transition énergétique pour permettre aux gens de faire leurs travaux d'économie d'énergie. 2 milliards de travaux donnés aux travaux publics. C'est très important, aux bâtiments. Donc il faut relancer le bâtiment, on le sait. Donc relançons le bâtiment en intégrant les contraintes écologiques. Il y a des chantiers considérables que l'on peut lancer avec des chantiers nationaux. L'état des routes secondaires, l'état des ponts, qui est en état très mauvais. Donc, lançons un grand chantier de rénovation, pourquoi pas la route solaire, avec des sauts technologiques. On sait aujourd'hui refaire des routes avec des matériaux écologiques. Relançons un grand chantier d'entretien des routes secondaires, de remise à niveau des routes secondaires, avec des matériaux écologiques. Est-ce qu'on est prêt? La route solaire que vous aviez inaugurée, quelques mois après, on s'est rendu compte que ça marche pas. Mais parce qu'il faut un saut technologique, il faut une volonté politique. Mais ça veut dire qu'il était trop tôt. Ben oui, on y a mis beaucoup de sous. Il faut bien être visionnaire. Il faut bien engager ce saut technologique. Oui, mais il faut quand même et la France sera forte. Il ne faut pas faire semblant, quoi. Là, c'est un décor, mais il n'y a pas d'électricité. À force de dire, oui, il y a 10 ans aussi, il y avait la voiture électrique. Mais si on avait fait la voiture électrique il y a 10 ans, on n'aurait pas la pollution en ville. Et aujourd'hui, l'industrie automobile serait capable de faire sa transformation technologique vers la voiture électrique. C'est évident qu'il faut arrêter la pollution des villes par la voiture. C'est tellement évident. Quand on voit encore des bus de la RATP au gasoil, les bras vous en tombent. Ça s'améliore. En plus, il y a des fabrications françaises. Donc, si l'État visionnaire, l'État stratège donne des perspectives obligatoires, mais enthousiastes, pour faire des sauts technologiques dans l'ensemble des domaines industriels, dans l'automobile, on vient d'en parler, dans les travaux publics, avec un plan massif d'isolation des bâtiments, ça donne aussi du pouvoir d'achat aux gens qui habitent. Il y a 700 000 passoires thermiques. Comment on finance, Madame Royal? On finance avec un plan de relance, mais ça crée de l'activité. Combien de fois j'ai entendu on va supprimer le crédit d'impôt de transition énergétique parce que ça coûte cher? Mais non, ça rapporte. Ça coûtait 2 milliards de déduction fiscale, mais ça rapportait peut-être 10 milliards en chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte lorsque ce crédit d'impôt a été supprimé. Donc moi, je crois que la croissance verte, elle est vertueuse. Il y a un troisième chantier qui pourrait être producteur d'activités et d'emplois, c'est la rénovation des circuits de distribution d'eau potable. Est-ce que vous savez que sur les tuyaux d'eau potable qui sont sous le sol, il y a entre 30 et 70% d'eau perdue parce que ces tuyaux n'ont pas été entretenus, sont vieillissants, etc. Donc un vaste chantier d'économie d'eau pourrait créer des activités dans le domaine donc de la croissance verte et des activités du bâtiment. Et enfin les énergies renouvelables. Et l'état des rails, l'état des voies ferrées. On le sait, la SNCF, combien de fois l'a dit, il y a de plus en plus d'accidents. L'état des voies ferrées en France mérite là aussi une remise à niveau. Pourquoi ne pas refaire les voies ferrées avec des matériaux écologiques et installer le long des voies ferrées, tout le long des voies ferrées, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, au lieu de consommer des territoires et de la pollution visuelle, et donc lancer un grand chantier sur les énergies renouvelables à partir de la rénovation des voies ferrées. Voilà moi ce que je ferais si j'étais en responsabilité. C'est un plan effectivement extrêmement précis. Vous dites c'est ce que je ferais si j'étais en responsabilité. Oui. On a quand même le sentiment, ce matin que vous aspirez à revenir en responsabilité. Non mais là pour le coup, on n'avait pas vraiment prévu cette question, mais quand je vous entends, vous avez un plan qui est très précis, qui est un plan de relance assez complet, assez global. Vous allez jusqu'aux tuyaux d'eau potable et au rail. Oui. Vous avez publié ce livre sur la résilience. On se dit qu'au fond, quand vous titrez votre livre « Une résilience française », vous parlez de vous.
Ah, pas vraiment, non. Non. Je parle de la France. Oui, J'ai bah, l'impression de la France, donc ça vous me l'enlèverez pas. D'ailleurs, je suis ravie de répondre à votre invitation. Mais à la fois, quand un responsable politique souligne ce qui ne va pas dans le pouvoir en place, on dit qu'il est trop critique. Quand il fait des propositions, on dit qu'il veut prendre la place de ceux qui sont là. Donc, mais je le vois pas comme j'assume, quelque chose de je sais négatif. pas le problème. J'imagine que les politiques... Non, mais je pense, si vous voulez, je pense que la France a des atouts. D'ailleurs, les Français le disent. Puisque c'est ça qui est quand même positif. C'est-à-dire, à la fois, ils ont perdu confiance, mais ils disent non, mais on est quand même ingénieux, on est débrouillards, on a de la culture, on va y arriver. 83% des Français disent que la France a des atouts. Donc, ça veut dire que la résilience, elle est possible en s'appuyant. Comment est-ce qu'on réussit une résilience? On s'appuie sur des choses solides. Mais quand vous voyez Marine Le Pen qui dit dès maintenant qu'elle est candidate en 2022, au moins, les choses sont claires et assez transparentes. Je pense que l'alternance ne se fera pas par des personnages, comment dirais-je, solitaires. D'accord. C'est fini, ça. Alors, quel est le projet? C'est fini. Quel est le projet, Madame Royal? Je pense que c'est un projet collectif. Avec vous voyez, par exemple, sur la question de la gouvernance, je crois que gouverner de façon hiérarchique manque d'un équilibre de la façon de gouverner en réseau. Et d'ailleurs, si les mairies sont en première ligne. Pour les gens, les mairies, c'est des services publics, le maire. Si les mairies, les collectivités locales sont en première ligne du combat, c'est parce qu'elles savent articuler l'individuel, le local et le global. Vous refaites la démocratie participative de 2007? La planète, le local et le citoyen. C'est votre démocratie participative de 2007? C'est la démocratie participative, oui. Ça veut dire que les citoyens sont les meilleurs experts de ce qui les concerne. D'ailleurs, quand on leur dit essayez de fabriquer vos masques, mais les gens sont très débrouillards. Vous avez vu les actions de solidarité aussi qu'il y a eu, les restaurateurs qui livraient les hôpitaux. Mais vous avez parlé quand même d'un des choses personnage solitaire. Est-ce que vous redoutez d'être un personnage solitaire? Non, c'est pas ça que je dis. C'est que la préparation d'une échéance présidentielle nécessite un certain nombre de conditions adaptées au temps de crise que nous vivons. Et en particulier, l'union. L'union de toutes celles et ceux qui pensent que les valeurs humaines doivent revenir au cœur du projet politique. C'est ce qu'essaie de faire le Parti socialiste un peu aujourd'hui. Un projet politique, c'est pas que du calcul économique ou du calcul financier. C'est aussi des valeurs humaines. Et dans les valeurs humaines, il y a les valeurs de l'environnement. C'est pas un parti politique, l'écologie. Il y a des partis qui... il y a un parti vert, un parti écologique. Mais la protection de l'environnement, la protection de la planète, c'est pas un parti politique. C'est une conscience. C'est une conscience. Et par conséquent, la politique doit reprendre de la dimension de la densité par rapport à la conscience. Je ne dirais pas par rapport à la spiritualité, parce qu'on dirait que c'est religieux, mais il y a quelque chose de ce niveau-là par rapport à la prise de conscience de la dimension humaine. Et ça peut être une chance, cette crise sanitaire. C'est-à-dire cette planète qui est si malmenée dans ses fondamentaux de vie, nous donne une alerte. Dit c'était trop. Cette frénésie, cette agitation, cette consommation d'espaces naturels, ces prédateurs sur la nature, ces écrasements de la vie animale sauvage, etc., c'était trop. Donc, on vous envoie une alerte. Sauf que... Donc, soit vous prenez en considération cette alerte et vous réorientez... C'est quasiment Zeus et son coup de tonnerre, ce que vous Non, nous parce que je le dis rapidement, mais c'est un peu vrai. Et si on n'est pas capable d'écouter, d'entendre les alertes, c'est d'avoir un peu d'intelligence par rapport à cette complexité de la vie, qui est en fait un principe tout simple. C'est complexe, mais c'est tout simple. C'est-à-dire, nous faisons partie de la chaîne du vivant. On dit on n'a rien à voir avec les chauves-souris, mais si, on a à voir avec les chauves-souris. Mais il y a déjà eu des pandémies. Dans la mesure où il y a une chaîne du vivant, dans l'histoire de il y a une chaîne des vivants qui est équilibrée dans la nature. Ce sont les hommes qui détruisent la planète. C'est pas la planète. Mais il y a eu des pandémies il y a une chaîne du vivant équilibrée. Le végétal, l'animal, l'humain. Et nous faisons partie de cette chaîne du vivant. Et pendant des années, des générations, on a pensé qu'en détruisant et en étant des prédateurs de l'air, des sols, de l'eau, de la déforestation, on pouvait, et certains pouvaient s'enrichir aux dépens des valeurs collectives du plus grand nombre, on pouvait s'en sortir. Nous arrive presque comme une punition, on ne peut pas s'en sortir. C'est nous-mêmes qui nous punissons. C'est pas le ciel qui nous punit, c'est les êtres humains qui ont maltraité leur environnement naturel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire dire au coronavirus ce qu'il n'est pas?
Eh bien, écoutez, ce sont les scientifiques et les observateurs qui l'ont dit. C'est-à-dire que, alors si on nie le fait que la destruction de la planète, la pollution de l'eau, la chimie dans l'agriculture, la pollution de l'air, regarde, combien il y a de morts de la pollution de l'air? Combien? Alors on passe ça sous silence? Des dizaines de milliers de morts de la pollution de l'air. Qui pollue l'air? Qui pollue l'air sous silence. Une dernière question. Qui pollue l'air? C'est l'utilisation des énergies fossiles. Alors pourquoi la transition manque de temps vers le transport propre n'est pas plus rapide? Elle doit l'être, c'est une chance. Ça va nous soigner, soigner la planète et créer des emplois. C'est une chance. À l'instant, à Apolline, Ségolène Royal, vous disiez pas d'aventure personnelle, pas d'aventure individuelle. Mais on élit un homme ou une femme au suffrage universel direct sur son nom. C'est comme ça, pour l'instant en tout cas, dans notre régime. Comment vous allez faire? Avec qui? Qu'est-ce que vous allez construire? C'est peut-être pour ça que les choses vont pas très bien. C'est parce qu'à force d'élire de croire qu'il y a des hommes ou des femmes providentielles, et ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut retrouver le sens des réseaux, le sens de la coopération, le sens de la préparation d'un projet, le sens des convergences, bien sûr, de la gauche, de l'écologie, mais au-delà des humanistes et de ceux qui pensent, comme je le disais à l'instant, et pour ça, il faudra le calcul économique et le calcul financier doivent passer après, en tout cas pas devant, les valeurs humaines. Il faudra peut-être pour ça changer les règles du jeu, c'est-à-dire la Constitution, mais on en reparlera, ce sera un autre chantier. Merci Ségolène Royal d'être venue ce matin, merci David Doucan et Edwige Chevrillon. L'actualité continue sur BFM TV.